Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une réussite d'une participante. Alors c'est souvent des participantes, donc je suis content que tu puisses témoigner en tant que femme aussi et puis raconter ce que tu as fait dans l'immobilier. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Mickaël. Bonjour à tous. Merci de prendre la parole. Donc, comme je te disais, c'est important de montrer aussi tout simplement ce qu'on peut faire quand on investit dans l'immobilier. Sachant que donc dans ton cas, on va raconter ton projet d'investissement qui est déjà lancé, qui est en place. C'est pas de la théorie, c'est un projet qui est déjà en place. Et surtout, donc dans les particularités dans ton cas, c'est que tu es toi en région parisienne, situation dans laquelle beaucoup d'investisseurs, en tout cas débutants, des fois se disent qu'ils ne peuvent pas trouver de projet, donc ils sont amenés à investir loin de chez eux. Donc alors, pour commencer dans l'ordre, est-ce que tu peux te présenter rapidement D'accord. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Joanne. J'ai 27 ans. Je suis juriste de formation et je travaille actuellement dans le secteur immobilier. Et en fait, j'ai toujours souhaité avoir du coup un bien immobilier. Donc, au début, c'était juste la volonté d'avoir une résidence principale. Et puis, finalement, en réfléchissant un petit peu à ce qui pouvait se faire, je me suis juste rendu compte que l'investissement locatif, c'était beaucoup plus rentable et beaucoup plus utile sur du long terme. Donc du coup, donc voilà, je me suis lancée dans un projet de colocation sur les conseils et sur la formation du coup de Mickaël, de ta formation du coup. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans cet achat. Alors voilà. Avant qu'on aille juste un peu plus loin, du coup, ta colocation, combien elle te rapporte aujourd'hui? D'accord. Écoute, c'est une colocation que j'ai achetée du coup en Île-de-France, dans ma ville où je vis actuellement. Aujourd'hui, c'est une colocation avec 4 personnes, donc 4 colocataires, qui sont plutôt des jeunes, qui me rapportent à peu près, on va dire, 580 € de cash flow. Une fois que j'ai tout payé, une fois que j'ai payé les charges de copro, taxes foncières, etc., j'ai réussi à faire une opération plutôt rentable. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts de la rentabilité, mais c'est pas trop mal en termes de rentable. Ouais, c'est pas trop mal. Attends, je crois que je suis à peu près à 9% brut. Ouais, ça fait 6%, je crois, de rendement avant impôt, quoi, du coup. Ok. Voilà. Ouais, non, c'est très bon chiffre quand on inclut tout. C'est sûr que si on n'inclut pas grand-chose... C'est ça. Mais là, c'est des chiffres réels. Tout en compte, quoi. Ouais, c'est des chiffres réels. Ok, donc c'est ton premier projet. Tu as rejoint la formation, tu l'as suivi il y a combien de temps? Alors, je l'ai suivi je crois que c'était en décembre 2018, il me semble. Décembre 2018. Okay. Ou on va dire début 2019, quoi. Donc, il y a 2 ans maintenant. Et au tout départ, en fait, c'était assez rigolo. Je voulais absolument me lancer dans l'investissement, mais je me suis dit que je n'avais pas forcément les armes pour pouvoir comprendre bien tout ce qu'il fallait savoir pour ne pas faire d'erreur. Donc, je me suis dit que j'allais faire une formation en ligne. J'ai contacté un autre investisseur qui m'a parlé du coup de ta formation. Et tous les matins, en allant au travail, dans le RER, je prenais mon portable, sans blaguer, j'avais mon petit carnet et je notais, je suivais scrupuleusement tout ce que tu disais. Je notais en disant, ah oui, d'accord, il existe ça comme type de location, ah oui, on a imposé comme ça, ah oui, il faut que je fasse attention à ça, comment choisir son bon locataire, etc. Donc, je suis assez quand même bonne élève. De base, je suis assez bonne élève, mais pour un projet aussi important qui demande autant d'investissement, de temps et d'argent, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les choses bien. Donc, j'avais besoin d'avoir un modèle, j'avais besoin de savoir un peu où aller et éviter toute bêtise. Et c'est vrai que du coup la colocation, ça me paraissait ce qu'il y avait de plus rentable et en même temps un peu plus sécurisé que la location courte durée, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça, donc en faisant mes petites formations en ligne. Ça m'a pris un peu de temps, ça a pris 2 mois pour suivre l'ensemble des modules parce que je le faisais aussi à mon rythme. Et puis après, je me suis lancée dans la recherche d'appart, quoi. D'accord. Voilà. Du coup, donc une fois que tu as suivi la formation donc à ton rythme, qu'est-ce que tu as fait en fait à l'issue de la formation? Alors, à l'issue de la formation, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que j'ai du coup fait une première étude de marché.
où je me suis dit qu'il fallait que je choisisse la ville. Donc du coup, au départ, je me suis dit, bon, je vais prendre une grande ville étudiante, plus de 100 000 habitants. Voilà, en fait, j'ai vraiment suivi du coup tes conseils en termes de marché. Donc j'ai identifié la ville de Rouen en tout départ. Parce que du coup, c'est à 1 heure de Paris. Je me suis dit, super, ville étudiante, le mètre carré est moins cher qu'à Paris. Enfin, c'est beaucoup plus... la rentabilité est peut-être plus au rendez-vous. Donc j'ai commencé par là. Donc j'ai identifié plusieurs biens qui se ressemblaient à peu près tous. Hein. Ce sont des 4 pièces, voire 5 pièces qui étaient dans les alentours de 130 000 euros, entre 100 000 et 130 000 euros. Donc j'ai visité pas mal de biens. Comme ça, j'avais visité 3 biens quasiment exactement pareils. Mais à l'époque, je n'étais pas forcément satisfaite parce que je trouvais que le cash flow était présent. Enfin, il y avait 300 euros de cash flow, mais je me disais, voilà, il suffit qu'il y ait un locataire qui s'en aille, qui ait du turnover, et là, je vais avoir du mal à payer toutes mes charges. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vraiment être tranquille sur la mensualité, mais aussi de pouvoir payer toutes les charges pour ne pas me sentir en danger à n'importe quel moment. Donc, j'avais vraiment un objectif de cash flow. D'accord. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire au moins 500 euros de cash flow, c'était mon objectif. Pour être sûr d'être large en cas de problème. Donc, tu avais déjà, du coup, ciblé une zone, comme tu disais. Donc, tu avais déjà sélectionné des annonces et tu t'es déplacé, du coup. Ouais, je me suis déplacée, ouais. Pour faire des visites. Combien de fois tu t'es déplacé à Rouen? En tout, je me suis déplacée 2 fois. Alors, une fois pour, du coup, visiter 3 appartements qui se ressemblaient. D'ailleurs, il y en avait même qui étaient dans le même immeuble. Mais pareil, où la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous, si on comptait les travaux, si on comptait les charges de copro, et voilà, et puis aussi du coup la gestion locative, parce que quand on est à distance, forcément il faut compter la gestion locative. Donc ça, c'était un problème. Donc une fois, et puis une deuxième fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai trouvé un immeuble à 120 000 euros, il me semble, avec 3 appartements dans le secteur de Rouen-Rive-Gauche. Et je me suis dit, wow, super affaire, trop bien. Je vais m'acheter un immeuble dès le premier achat. Et j'ai visité l'immeuble et c'était une catastrophe. C'est-à-dire que, franchement, c'était une des pires expériences, je crois, de ma vie. Sans blaguer. Je suis rentrée dans l'immeuble. Donc déjà avec une jolie façade, je me dis c'est bizarre, 3 appartements, pas proche centre-ville, à ce prix-là. Déjà je me dis c'est un peu étrange. Donc je rentre dans l'appartement, j'étais hyper excitée à l'idée de pouvoir peut-être acheter un immeuble. J'y vais avec un artisan. Donc on visite le premier appartement, mais qui était loué. Là il n'y avait pas trop de sujets. Et là on visite le deuxième. Et je vois mon artisan qui se recule, donc je me dis ouais c'est bizarre, il se recule. Et donc moi j'étais hyper excitée, j'ai pris une photo de tout, j'ai pris des vidéos, etc. Et là l'agent qui m'a dit, en plus à l'époque j'avais des espadrilles à talons, donc mes pieds étaient à l'air libre quoi. Et en fait il me dit vous regardez sur le sol, il y a plein de puces. Ah là là. Et là, je vois vraiment des centaines, voire peut-être des milliers de puces qui sautent sur le sol, qui sautaient sur mes pieds. Et là, je criais, je hurlais, parce que j'étais la seule à être rentrée dans l'appartement et personne n'était rentrée et je ne comprenais pas pourquoi je rentrais là. Et finalement, en fait, je suis sortie de l'appartement, j'ai eu peur, j'étais pas bien. Et en plus, la petite histoire, 2 jours après, j'ai fait une sorte d'infection et du coup mes pieds ont gonflé. Donc c'était vraiment vrai parce que j'ai eu une piqûre de puce sur les pieds. Donc deuxième visite de bien, j'étais un peu dégoûtée quoi. Et je me suis dit voilà, l'investissement c'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être un peu trop compliqué. Et vraiment, c'était une très très mauvaise surprise. Quoi. Donc voilà, une fois que j'ai vu ça, j'étais dégoûtée. J'ai compris pourquoi l'immeuble était aussi peu cher et j'ai juste passé mon chemin. Quoi. Je me suis dit que c'était même pas, ça servait à rien de faire une offre, même si je pense que l'offre serait peut-être passée. Mais voilà, c'était tant pis. Ouais, c'est le genre de projet un peu compliqué que tu peux t'amuser à faire peut-être plus tard, mais oui, pour démarrer, c'est un peu délicat. Ouais, même plus tard, parce que là, je me rends compte comme un point important quand on investit, c'est quand même l'indice de tranquillité quand même. C'est important de se sentir à l'aise,
de sentir que ça va bien se passer. Enfin, c'est bête, mais il faut le ressentir aussi. Hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je visitais, je savais que c'était pas ça. Sans même regarder les chiffres, je sais pas. Après, c'est peut-être moi ma perception des choses, cette perception peut-être un peu plus féminine, mais j'avais envie de quelque chose où je me dis bon, ça va bien se passer. Quoi. Et là, l'épisode des puces, qui en plus m'ont créé des problèmes de santé après, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner dedans, hormis des problèmes. Ok. Donc voilà. Donc après cette expérience un peu étrange avec cet immeuble, qu'est-ce qui s'est passé après du coup? Alors, j'ai commencé la formation du coup en janvier. Ensuite, j'ai vraiment commencé à démarrer mes recherches en mois de, on va dire, mars-avril. J'ai dû visiter 3-4 biens qui étaient pas satisfaisants, dont l'immeuble avec les puces. Et finalement, je suis partie en vacances. Je me suis dit, je pense que là, il n'y a rien. Je vais faire une pause et je vais essayer de penser à autre chose. Et j'ai laissé quand même mes alertes Le Bon Coin et Se Loger. Et puis finalement, un jour, c'était au mois d'août, je reçois une notification d'un bien dans ma ville. Et je regarde, et puis je me dis, un 5 pièces, on va dire à 15 minutes de la gare, donc sachant que la gare où j'habite est à, on va dire, à 10 minutes de Paris, je me suis dit, sur le papier, ça a l'air pas mal, quoi. Donc il y avait très peu de photos, le bien était affiché à 169 000 €. Donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc, je prends rendez-vous. Du coup, j'ai une visite la semaine d'après. Pendant la visite, il y avait plusieurs investisseurs sur le coup. Donc, je me suis dit, donc si je ne suis pas la seule, c'est qu'il y a quand même un sujet. Donc, on était plusieurs à visiter, notamment avec des artisans, etc. Donc, je me suis dit, ah là là. Ouais. Sauf que moi, je suis arrivée, j'étais... Oui. Du coup, quand tu vois l'annonce, tu réagis vite, c'est ça? Pour te retrouver dans immédiatement, ouais. J'ai tout de suite senti, en fait, au bout d'un moment, c'est qu'à force de regarder les annonces, notre œil commence à se faire. Et j'ai tout de suite vu, en fait, du coup, le potentiel. Déjà, 5 pièces, localisation qui est bonne. Je me suis dit, si la localisation est pas mal, on va voir ce que ça donne. Et en plus, charge de copropriété qui était assez faible. D'accord, ouais, c'est un bon point. Je me dis, c'est beaucoup de trucs comment dire, c'est un cas qui n'arrive pas souvent, donc je vais aller visiter pour voir, même si, même avant visite, on le sait déjà un petit peu, hein, on sent quand ça peut vraiment le faire. Donc je visite, c'est un peu, toujours dans mes idées de ressentir un petit peu si on a envie d'y aller ou pas. Je rentre dans l'appartement, appartement hyper lumineux, très vieux, avec des tapisserie très vieille, appartement des années 50, où la petite dame de l'appartement, clairement, elle n'a pas changé la déco en 60 ans de vie dedans. Ça, c'est les apparts qu'on aime bien, on se dit on va se régaler, on repart de zéro, on fait tout propre. Et je rentre dedans, mais même juste en passant le pas de la porte, il était 19h et l'appartement était ultra lumineux. Je me dis, bon point, donc c'est un 5e étage, ok. Je vois qu'il est à 15 minutes à pied de la gare. Je me dis, pourquoi pas, ça m'a l'air vraiment sympa. Et je rentre dedans, je vois que c'était un petit peu biscornu et tout, qu'il y avait des murs à casser, à refaire, etc. Mais je sentais quand même que il y a un bon potentiel. Et puis je vois surtout que la distribution, je t'enverrai un schéma, mais la distribution de biens était vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on avait du coup une sorte de cuisine fermée qui donne sur un salon et vraiment un espace nuit qui donne sur 4 chambres, un peu comme un hôtel. Du coup, je me suis dit, espace nuit et espace salon, mais c'est juste parfait, quoi. Et du coup, et j'étais un peu embêtée parce que je voyais que à l'œil nu, j'avais aucune notion de travaux, aucune notion d'électricité, mais je voyais que c'était assez vieux, notamment parce que les prises, par exemple, c'était des prises avec deux entrées, les trucs vraiment à l'ancienne. Je ne suis pas électricienne, mais j'ai quand même compris qu'il y avait des problèmes. Et je me suis dit, merde, c'est difficile de pouvoir estimer comme ça toute seule, parce que j'ai dû faire une visite toute seule, les travaux, et puis mon artisan n'était pas disponible du tout du week-end, donc il ne pouvait pas être là, quoi. Donc du coup, j'ai fait la visite le vendredi soir, là, vraiment, j'y ai pensé toute la nuit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?
Je me souviens avoir appelé ma mère qui me disait mais je comprends pas, pourquoi tu as acheté un appartement pour pas vivre dedans? C'est bizarre, tu veux pas vivre dedans. Pourquoi tu t'endettes? Mais ça sert à quoi, sérieusement? Bref. Donc du coup, voilà, les parents très réticents. Donc je me dis, ok, c'est pas clairement pas la personne à appeler quand quand on est dans ce type de situation. Donc j'appelle après ma meilleure amie, qui est beaucoup plus pragmatique, qui me dit, ok, soyons très rationnels. Là, tu as tous les éléments. Ok, t'as pas la notion de travaux, mais clairement, fais-toi des estimations par rapport à ce que tu peux trouver sur Internet. Et elle me dit, fonce quand même. On me dit demain matin, t'appelles l'agent immobilier, tu fais une offre. Faut pas hésiter, il faut y aller, quoi. Et elle a eu raison, parce que le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone un peu penaud en me disant bon, je vais appeler et j'ai fait une offre en dessous du prix, donc j'ai fait une offre à 163 000. Et du coup, en fait, il se trouvait que c'était. J'avais quand même compris en posant des questions, du coup, à l'agent immobilier que c'était en fait, du coup, une succession. Que voilà, visiblement, ils avaient déjà vendu une première fois, mais du coup, c'était un investisseur qui avait acheté une première fois qui a été en compromis, mais qui n'avait pas eu les financements. Donc, du coup, ils sont revenus à zéro. Donc, quand l'appartement est revenu, en fait, sur le marché, en fait, ils n'avaient qu'une envie, c'était de vendre, quoi. Donc et d'ailleurs, avec du recul, j'aurais peut-être pu tirer plus en termes de négo, mais quand on commence, voilà, j'osais pas trop, j'avais peur que ça me passe sous le nez, surtout vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient visité. Donc du coup, j'ai fait une offre du coup à 163 000. Et alors là, du coup, je t'arrête un instant, du coup, par rapport à ta question concernant les travaux, le montant des travaux, etc. Ouais. Comment tu as résolu le problème? Bon, donc tu es passé à l'action, ça c'est une bonne chose, mais donc tu prends une part d'incertitude. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que personne ne pouvait me dire exactement combien s'élevaient les travaux. Je me suis dit, voilà, donc c'était un 70 mètres carrés. Je me suis dit, si on compte en moyenne, j'ai regardé sur Internet, en gros, les moyennes des rénovations, il faut compter à peu près 500 € du mètre carré pour faire de la rénovation un peu lourde. Voilà, je me suis dit, on va prendre une tranche moyenne. Et en fait, je suis tombée en fait sur le chiffre que m'a donné mon artisan par la suite en fait. Ou alors il s'est aligné sur ce que je lui avais. Non, je lui ai pas vraiment dit, mais dans ma tête, je savais déjà que voilà, dans une fourchette de 10 000 €, voilà, que c'est quand même que j'allais avoir du cash flow, parce qu'il y avait quand même 4 chambres dans un secteur où il y a en région parisienne, on a énormément de demandes où les chambres partent assez rapidement. Je savais qu'il n'y avait pas trop d'erreurs non plus, quoi. Après, je me dis bon voilà, au pire, si je perds du cash flow à cause des travaux, c'est comme ça. Mais ouais, j'avais déjà fait une estimation par rapport je m'étais dit 500 € du mètre carré. Je m'étais dit ça, mais vraiment à la louche, hein. Et en fait, il s'avère que c'est plutôt vrai. D'accord. Bon, ça c'est une bonne chose. Donc finalement, des fois en faisant simple, c'est des fois la meilleure solution. Ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est que tu avais déjà développé quand même un œil assez affûté déjà de par les premières visites, les premières tentatives que tu avais faites, ce qui t'a servi là à ce moment-là, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, hein, j'avais déjà fait. J'ai tout de suite su en fait que cette annonce elle pourrait correspondre à mes attentes. Après, c'est vrai que pour la question des travaux, quand même, j'étais pas à l'aise. Hein. Oui. C'est certain. Et puis devant l'agent immobilier, voilà, on fait volte-face, on fait genre, non, mais j'ai fait déjà une 15aine de visites, je sais estimer ça, etc. Donc voilà, qu'il ne faut pas non plus montrer qu'on est. Et puis c'est un peu bête, hein, mais moi je l'ai quand même ressenti. En tant que femme, quand même, parfois, on a tendance à pas forcément nous prendre au sérieux aussi. Hein. C'est assez bizarre, mais à se dire, bon, elle est jeune, voilà, elle veut acheter, elle est seule, c'est une femme, elle veut s'improviser sur les travaux. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaie quand même de garder toujours un peu une distance en disant, je sais ce que je fais, je connais mes chiffres, il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ça, donc ton offre est acceptée. Comment ça se passe après, par la suite, financement, travaux, etc. Alors, par la suite, donc, du coup, mon offre, elle est acceptée. Donc, voilà, on signe le compromis de vente. Et du coup, s'ensuit la question du coup, de la recherche des financements. Du coup, en fait, moi, je suis tout simplement allée voir ma banque principale, hein, et je suis passée par le courtier de l'agent immobilier. Donc du coup, j'ai fait, j'ai envoyé mes dossiers aux deux. Et j'avais aussi envoyé un troisième dossier à un autre courtier qui,
étonnamment m'a lâché en route alors qu'il était comment dire, confiant au départ. Et au bout de 2 semaines, il me dit finalement, votre dossier, je vais pas le traiter, etc. Je n'ai pas trop compris pourquoi. En gros, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit coup de stress quand le courtier m'a lâché. Je me suis dit, ok, donc il m'a lâché, très bien. Très, très bien. Du coup, je comptais du coup sur l'autre courtier qui m'a trouvé du coup des taux assez intéressants. Donc là, il m'a fait un taux à 1,3, il me semble, sur 25 ans. 1,3 sur 25 ans. Et du coup, en fait, j'ai juste dit à ma banque que j'avais un courtier qui me proposait 1,3. Et ma banque s'est juste alignée, en fait. D'accord. Donc toi, tu recherchais 25 ans, tu recherchais 110% ou pas? Ouais, c'est ça. C'était ça qui était un peu compliqué. Parce que du coup, après, j'ai pu faire le devis travaux. Donc, j'en ai eu pour 39 000 € de travaux pour tout refaire, pour faire le 70 mètres carrés. Et c'est vrai que... ouais, 35 000 € de travaux, je ne pensais pas, mais ça peut faire un peu peur. Notamment parce que on est toujours à l'aspect un peu risque des travaux. Et sur 25 ans, je voulais aussi mettre les frais de notaire. Enfin, je voulais vraiment faire du 110% et mettre très peu de ma poche, quoi. Ok. Donc, oui, donc c'est toujours... c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent, c'est toujours quelque chose qui est possible, mais c'est toujours évidemment plus compliqué d'obtenir à la fois 25 ans et 110%. Et puis en plus, ça dépend des projets et des profils, mais donc c'est toujours une petite difficulté supplémentaire. Ouais. Non, c'était pas évident. Et finalement, ma banque s'est quand même alignée. Ils m'ont quand même demandé, alors j'étais pas obligée, mais ils m'ont quand même demandé de mettre de l'apport. J'ai mis quand même 5 000 € d'apport. J'aurais pu ne pas le mettre. Mais après, je sais pas, sur le coup, je me suis dit que c'était mon bien et que j'avais quand même envie d'investir dans mon bien. C'était bête, mais avec du recul, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Je pense que une fois. Moi, je dis ça, mais c'est vrai que ça rassure vachement aussi quand il voit qu'on est quelqu'un qui a une capacité d'épargner, etc. Ça rassure. Ouais. D'accord, donc tu obtiens ton financement. Du coup, j'ai l'impression que ça n'a pas été particulièrement difficile, à part les petits rebondissements habituels. Ouais. Ouais, ça n'a pas été difficile. J'ai reçu quand même des petites pressions quand même de l'agent immobilier parce que du coup, moi, je voulais vraiment prendre. J'avoue que ce qui n'est pas forcément. Après, je sais pas si. J'ai quand même dit que c'était une résidence principale pour éviter du coup tout questionnement. Ouais. Et voilà, pour que ce soit beaucoup plus simple pour l'obtention du prêt. Mais c'est vrai que j'ai surtout eu des pressions de la part de l'agent immobilier qui voulait absolument que je lui donne du coup mon offre de prêt, sauf que ça prenait du temps, quoi. Oui, tu peux pas l'avoir en 3 jours, hein, le prêt. Et toujours c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais pareil sur cette idée de pas forcément être pris au sérieux. Je me souviens que l'agent immobilier avait été assez, je sais pas, j'ai pas tellement compris avec un comportement qui était un peu limite, un peu agressif quand même sur notamment la date de signature. Assez pressant. Et je me souviens à un moment donné avoir mis vraiment les points sur les i en disant, écoutez. Si vous êtes, je sais plus, il y avait un problème de notaire en fait. En gros, je voulais mettre mon notaire, lui ne voulait pas que je prenne mon propre notaire, sauf que moi je savais très bien mes droits. J'ai écouté, c'est juste une question de liberté et j'ai mes droits, donc je souhaite avoir mon notaire. Et ça avait fait quand même plusieurs échanges assez houleux jusqu'au moment où j'ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, écoutez, vous en discuterez directement avec mon notaire, je ne discuterai plus avec vous. Donc ça c'était les aspects un peu négatifs où vraiment parfois, il fallait être un peu dur pour essayer d'avoir ce qu'on souhaite. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rester ferme et il faut éviter d'être trop aussi dans l'émotion, parce que c'est vrai que ça m'avait un peu perturbé quand même ces échanges-là qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Oui. Ouais, ça parfois, effectivement, on tombe sur des personnes plus ou moins professionnelles et qui essayer de forcer un peu les choses des fois, donc c'est malvenu. Ouais. Je sais pas en fait s'il y a eu du stress du fait qu'ils avaient peur que j'ai pas mon financement, je sais pas trop ce qui s'est passé. On n'a pas l'histoire, mais c'est probablement lié à ça. Hein. Si tu dis qu'il y a déjà eu un premier investisseur qui n'avait pas eu son financement, si c'était déjà lui l'agent à la base, il a sa crédibilité en jeu. Enfin voilà, donc il a la pression, peut-être qu'il a sa pression de ses résultats commerciaux derrière en plus. Enfin, voilà, ça peut être.
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je trouve ça pas très commercial et puis c'est dommage parce que du coup, on aurait pu. Du coup, c'est dommage parce qu'il peut potentiellement perdre une cliente, quoi. Mais bon. Oui, c'est ça, c'est que bon, ça justifie pas de toute façon le comportement et derrière, bah, évidemment, t'as pas envie de faire appel à lui pour la suite, quoi. Donc, voilà. Ah bah là, du coup, non, c'est clair que non. Donc du coup, on signe. D'ailleurs, signature assez cocasse parce que du coup j'arrive dans la salle à l'office notarial et là j'arrive en plus un peu en retard, enfin, j'arrive avec 5 minutes de retard et je suis toute seule. Je suis toute seule, j'ai quel âge? J'avais 25 ans, 26 ans, je sais plus. Donc j'arrive avec mon petit stylo prêt à signer et là je vois toute la famille dans la grande salle notariale. Toute la famille avec les 4 enfants, plus la mamie qui voulait me vendre le truc et tout le monde qui me regarde et qui est accroché à mes lèvres, qui me dit « Vous allez faire quoi comme projet ?» Et moi qui ne souhaite pas trop raconter, qui raconte des anecdotes, etc. Moi j'avais envie de dire... Alors, votre appartement, on va en faire une machine à cash, vous allez voir. Mais une machine aussi à bonheur, parce que honnêtement, je pense que mes locataires sont très contents dedans. Ouais. Ils sont plutôt heureux. Et c'est vrai qu'il y avait la notion de rentabilité, mais aussi la notion de bien-être qui, pour moi, était très importante. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais c'est la conséquence. De toute façon, il faut que l'appartement soit bien, que les locataires soient bien pour que derrière, évidemment, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ok, donc signature, travaux après. Travaux. Donc, tu avais déjà des contacts parce que tu as dit que tu avais un artisan. Oui, alors du coup, au départ, alors j'ai fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais entre le compromis et la réitération, du coup, j'avais du coup fait 2 devis. Un du coup avec un artisan qui était connu de ma famille, enfin de ma meilleure amie, qui avait déjà fait des travaux avec lui, qui m'avait dit que voilà, ça s'était super bien passé, qu'il travaillait bien, donc sur recommandation en gros. Okay. Lui, je savais à peu près que voilà, vu les personnes qui m'avaient conseillé, qui m'avaient recommandé cette personne, il n'y avait pas trop de sujets. Et un deuxième qui m'a été présenté du coup par l'agent immobilier en question, sauf que c'est vrai que m'est arrivé pas mal de trucs assez négatifs quand j'ai fait la visite avec l'artisan. Donc déjà, il était au même prix que l'autre artisan, voire même un peu moins cher. Et ça m'avait dérangé parce qu'à aucun moment, il me parlait. C'était assez étrange, il parlait tout le temps à l'agent immobilier. Donc dans ma tête, je me dis, mais en fait, si on doit travailler ensemble, il faut me considérer, même si je suis plus jeune ou que je suis... Voilà. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment limite, et pour cette unique raison... c'est pas limite, hein, c'est carrément pas respectueux. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de bosser avec... non, mais c'est pas si simple d'être une femme dans l'immobilier. Voilà. Mais du coup, bon, voilà, donc j'ai préféré passer avec des gens de confiance. Et du coup, les travaux. Donc ça a commencé, ils ont commencé à faire du coup les premières démolitions en mi-janvier. Du coup, j'avais acheté mon appartement en début décembre. Le problème, c'est qu'il avait plusieurs chantiers en cours, donc j'étais pas prioritaire. Donc ça m'avait un peu énervé, mais je préférais attendre et être sûre d'avoir quelque chose de bien plutôt que de me presser et d'être déçue, quoi. Et surtout que j'avais réussi à négocier 6 mois différés avec la banque. Donc en fait, je me suis dit, bon, au pire, ça touche le cash flow, mais si c'est pour que ce truc fonctionne sur 25 ans, on va attendre. Donc j'ai attendu. Donc il a commencé les travaux du coup en janvier. Donc je voyais qu'en janvier, il peinait un peu parce qu'il avait 2-3 chantiers en même temps et que le mien, il y allait, on va dire, 1 à 2 fois par semaine. Donc ça m'énervait un peu aussi, mais ça, pareil, je ne pouvais pas grand-chose. Et jusqu'au moment où vraiment il y a eu un gros coup de boost sur le mois de février-mars. Donc là, il commençait à bien avancer. Donc il a vraiment tout détruit. Il a refait toute l'électricité. Donc mon appartement ne ressemblait plus à rien, avec des ouvertures de partout, des fils de partout, très très compliqué. Et oui, et un point important aussi que je n'ai pas mentionné et que j'ai découvert pendant le compromis avec le diagnostic, c'est qu'il y avait de l'amiante. Ah, sur quelle partie ? Sur un couloir. Il y avait de l'amiante dans un couloir. En fait, c'est un vieil appartement des années 50. Il y avait une ancienne cheminée qui permettait de chauffer l'ensemble de l'appartement. Et en fait, pour éviter isoler complètement thermiquement cette partie-là, ils avaient mis une plaque amiantée. Donc du coup, moi, je me souviens quand j'avais vu ça, j'étais dans tous mes états. Je me suis dit, mais est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Puis en fait, en discutant avec plusieurs investisseurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont quand même rassurée. Et puis surtout, mon artisan me disait qu'il savait gérer ça, en fait. Qu'il connaissait les protocoles,
que voilà, qu'il n'y avait pas de problème particulier, parce que c'est pas comme si c'était dans tous les murs, c'est dans une partie identifiée, et qu'il allait faire les choses bien, et que surtout, il allait surtout le processus de jeter l'amiante dans une déchetterie qui est dédiée à ça. Donc c'est quand même un protocole particulier. Moi, ça me faisait quand même pas mal peur. Mais c'est pour ça que c'est important d'être avec un artisan de confiance qui voilà, est en capacité de rassurer et qui est expérimenté aussi pour gérer ce type de problème. Parce que là, c'est vrai que là, ça va au-delà des compétences d'investisseur, je pense. Oui, non, c'est toute la difficulté de toute façon d'un projet d'investissement, c'est que ça touche, quand on y réfléchit, il y a tellement de disciplines différentes entre, on va dire, la partie juridique, la partie fiscale, la partie travaux, la partie mathématique, la partie financement. Il y a tellement d'aspects que c'est effectivement, on ne peut pas non plus être un expert dans tous les sujets. Non, on peut pas. Sur les travaux, du coup, qu'est-ce que tu avais à faire dans l'appartement? Donc, on a compris les lecs, j'imagine, peinture, sol, salle de bain, cuisine, tout. huisserie, tout. Tu refaisais tout. Tout refaire. Alors, on a cassé des murs. On a refait les toilettes. Du coup, il y avait une grosse partie des pots où il fallait enlever tout ce qui était sur place, l'ancien carrelage, les tapisseries. Voilà, on a tout refait de A à Z, du sol jusqu'au mur, où il fallait tout reponcer pour que ça fasse un mur assez droit, parce qu'en fait, sous les tapisseries, on se rend compte que, sous le papier peint, on se rend compte qu'en fait, c'est un cache-misère. Oui. Il y a du lambris aussi. Enfin, bref, c'était vraiment un très très vieil appartement, donc il a fallu tout refaire. Et puis après, l'électricité à refaire. En plus, il y avait du gaz à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que je voulais pas de gaz dans l'appartement. Avec du recul, c'est pas forcément une bonne chose, parce que l'électricité, ça coûte cher. Ouais, mais bon, c'est toujours le débat. Le gaz, il y a le coût de la chaudière. Quand ça arrive, ça fait mal. Et puis, il y a un côté sûreté. L'électricité, tu n'as pas d'inquiétude, quoi. Ouais, c'est ça. Même si en plus, si je mets des étudiants et qu'ils oublient s'ils laissent le feu allumé, voilà, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes avec la copropriétaire. Mais oui, du coup, je m'étais dit, bon, j'allais faire tout électrique, donc voilà, il y avait ça. Donc, il fallait refaire les radiateurs, remettre le chauffe-eau. Du coup, en plus, j'ai refait entièrement la salle de bain parce que je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'entrée. C'est tout bête, hein, mais je sais pas comment c'était une dame plutôt âgée, comment la dame âgée avant faisait ses lessives. Parce qu'il n'y avait pas d'entrée pour le lave-linge, par exemple. Ah, il n'y avait pas d'arrivée d'eau? Il n'y avait pas d'arrivée d'eau, c'est ça que je cherchais comme mot. Il n'y avait pas d'arrivée d'eau, donc du coup, en fait, il fallait tout repenser, en fait, et dire, alors, ok, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait pas de four, il y avait vraiment plein de choses manquantes, et je ne sais pas trop comment elle faisait. Donc du coup, elle ne devait pas faire, c'est comme ça que font souvent les personnes âgées. Il y avait des blagues, elle devait peut-être, je sais pas comment ça se passait, mais... Du coup, tu avais un budget de travaux de combien au total? Alors du coup, on s'est dit sur un budget de travaux de 35 000, voilà. C'est pas très cher, hein, vu l'ampleur des travaux et la surface, c'est vraiment un bon prix. Hein. Ouais, c'était le prix moyen, c'était finalement ce que j'avais estimé. Non, c'était plutôt pas mal. En plus, mon artisan travaille très très bien, donc j'étais assez contente. Il est lent parce qu'il a plusieurs chantiers en même temps, mais en fait, avec du recul, je préfère parfois prendre plus mon temps et que ce soit bien. Voilà. Et puis le gros souci avec les travaux, c'est que donc du coup on avance bien février-mars, on se dit oh là là c'est bon, on commence à faire les finitions, on arrive sur la peinture, les murs commencent à être droits, etc. Et bim, confinement. Ah oui. Bah oui, mars 2019. Mars 2020, pardon, 2020, je dis des bêtises. Mars 2020. Donc du coup, confinement total. Et en plus, bref, il y a eu trop de trucs sur mon chantier. Il y a eu aussi un accident avec un dégât. Moi, du coup, j'étais au fond, je trouve. Je me suis dit, on dit, c'est... Voilà. Donc, fermeture de chantier, un dégât qui se blesse. Enfin, bref. Heureusement que tout le monde était déclaré qu'il n'y avait pas de sujet et qu'il y avait une mutuelle. Mais, enfin, voilà. C'est vraiment le pire du pire. Et surtout que quand on se lance dans un truc, on se dit pas, là, il va m'arriver tout ça. Quoi. Mais, non, non, vraiment, ça a été quand même émotionnellement prenant. Hein. J'aurais pas cru, mais c'était assez prenant émotionnellement. Donc, on arrête le chantier pendant 2-3 semaines. Et finalement, ils se disent, bon, on fait quand même des attestations. Et une fois par semaine, il y en a un qui continue à avancer, mais ça avançait pas, quoi. Jusqu'au moment où on est déconfiné. Donc, déconfinement, c'était quand? C'était en... 2 mois après, mois d'avril.
au mois d'avril, il me semble. Non, au mois de mai même, au mois de mai, on est sorti, je crois, le 11 mai de confinement. Donc du coup, là, on se remet à refaire le chantier. Donc lui, il était en retard sur tous ses chantiers, donc c'était la catastrophe. Donc il a terminé mon chantier très peu de temps après. Et au mois de juin, c'est bon, je récupère les clés. Bon, donc parfait, je me dis c'est trop bien, je vais pouvoir le mettre en location. Donc je fais mes commandes sur Ikea de meubles. Et là, encore des problèmes. C'est-à-dire que ma commande n'arrive pas. Ou alors elle arrive. Mais ils sont malheureusement, la livraison, j'ai souvent eu des problèmes ou entendu des gens qui avaient des problèmes de livraison. Mais j'ai jamais vu des problèmes. Et en même temps, ils sont tellement compétitifs sur les prix que ça rend bien et qu'on a envie d'acheter chez eux. Mais à refaire, je pense que je prendrais peut-être des jobbers et j'achèterais tout sur place et je remonterais tout moi-même. T'es beaucoup moins embêté. T'es beaucoup moins embêté d'aller chercher sur place. Ouais. Les services à livraison, c'est catastrophique. Et ça fait. Et moi, j'ai eu plusieurs expériences étalées dans le temps, et à chaque fois, ça s'est jamais bien passé normalement une seule fois. Ah, c'est vrai. Même pas une fois. Oh là là, c'est trop grave. Non, il manque toujours des trucs, ou alors c'est livré en plusieurs fois, mais il y a des problèmes de livraison, quoi. Non, mais là, c'était. Ouais. Parce que la première fois, ils sont venus avec un camion immense je crois que c'était un 20 mètres. Je sais plus, un camion immense qui ne pouvait pas se garer dans la rue parce que c'est une rue qui est très passante. Donc là, je me dis merde, punaise. J'arrive, je vois le camion arriver, et je vois qu'il ne peut pas se garer et ils repartent avec ma cargaison, avec mes 4 lits et mes matelas et les armoires accompagnées. Je me dis merde, c'est compliqué. Donc ils repartent, ils reviennent. Après, il y a eu plusieurs problèmes, et ça s'est enchaîné. Finalement, ils me livrent avec un plus petit camion, peut-être un tout petit camion pour rentrer dans ma rue. Et là, pareil, en montant les lits, j'avais acheté des lits gigognes qui sont de 80 par 200 et qui, quand ils se tirent, ça fait 160 par 200. D'ailleurs, mes locataires adorent ça, ils sont très contents d'avoir ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, là, il y avait des problèmes dans les paquets, des paquets tronqués avec des pièces manquantes ou des pièces similaires. Donc, du coup, bref, c'était vraiment de gros problèmes. Et du coup, en fait, le montage, plus la livraison, ça m'a pris 1 mois et demi. Ah oui. 1 mois et demi, voire même 2 mois. Parce que du coup, on était en juin, juillet, août. Et tu faisais quoi? Tu faisais le montage toi-même de tout ça? Pour le montage, ouais, j'ai demandé à des amis de venir. Ah ouais, d'accord, en mode avec les potes et puis on monte avec les potes. D'ailleurs, parfois, c'est pas forcément une bonne idée parce que les potes, ils montent pas forcément très bien. D'ailleurs, les copines. Oui, on regarde, on se dit, ah putain, merde, la chaise, elle est pas droite. Bon, bah tant pis, on va faire comme si de rien n'était. Pourtant, avec Ikea, faut quand même y aller pour se tromper, quoi. Faut le faire exprès. Ah ouais, non, mais il y a des trucs pas terribles. Et du coup, à la fin, je suis passée par un jobber que j'ai trouvé sur le... D'ailleurs, c'est toi qui l'avais recommandé sur Stouti. STOOTI. Oui. Et du coup, je trouve un super jobber, un jeune qui m'a aidé à terminer l'ensemble des derniers meubles. Et d'ailleurs, c'est super parce que cette personne-là, quand j'ai eu des problèmes de livraison, j'étais en vacances en plus à l'époque, donc j'étais dans le sud de la France, fait que je gère à distance le truc. Je me souviens que c'était un peu c'est lui qui m'a aidé à monter, à réceptionner les meubles, etc. Enfin, il est parti aussi récupérer des pièces manquantes. Enfin, bref, il a fait vraiment beaucoup de choses pour moi, mais c'était tout plein de dépenses qui n'étaient pas du tout prévues, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis après donc enfin mi-août, j'ai enfin pu mettre mon appartement en location. Donc entre l'achat de janvier et la location, il y a eu plus de 6 mois qui sont passés. Oui, d'accord. Ouais. Bah oui, confinement au milieu, etc. Bon, ok. Après, le confinement était utile parce que du coup, j'ai pu dire à ma banquière qu'il y avait des problèmes, que mon chantier s'était arrêté et que j'avais besoin du coup d'un report. Donc, ce qui m'a permis de faire un report de 6 mois supplémentaires. Donc, d'accord, c'est bien, c'est confortable ça. Ouais, c'était plutôt bien. Non, mais je sais que c'est quand même bien tombé. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, niveau travaux, il faut quand même plus encadrer, on va dire. D'accord. Donc, tu mets en location. Tu mets à combien la chambre du coup? Alors, ah oui, parce qu'un truc que j'ai pas expliqué, c'est que donc il y a 3 chambres simples et puis dans une des chambres, j'ai ajouté une salle d'eau. D'accord. Donc j'ai mis une petite salle d'eau. Celle où il y a la salle d'eau, je la loue. En gros, c'est entre 9 et 10 mètres carrés par chambre. Donc celle avec la salle d'eau, je la loue 580.
Et les 3 autres, 540. Ok. Donc, ça fait pas mal quand même. Et ça fait plus de 2000 euros de revenus, du coup, par mois. Et du coup, donc c'est parti plutôt facilement à la rentrée. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de visites avec beaucoup d'étudiants à l'époque qui étaient très motivés pour du coup, prendre l'appartement avec des bons dossiers aussi. Mais c'est vrai que j'avais vraiment mis le paquet sur la déco. J'avais fait une belle déco Ikea avec une belle peinture bleu canard. Enfin, j'avais vraiment fait les codes, on va dire, de la décoration qui plaît à tout le monde. Ouais. Donc ça plaisait énormément. Donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de visites, hein, je pense. Et puis la localisation aussi, proche Paris. Donc ça s'est loué en 2 semaines. En 2 semaines, j'ai fait, on va dire, deux rendez-vous visites avec à chaque fois plusieurs personnes. Et puis ça s'est loué assez rapidement, quoi. Donc j'ai pris au meilleur dossier. Et aussi pour me rassurer, parce que du coup, je n'étais pas rassurée avec ce qui se passait, avec la crise, etc. J'ai demandé à chaque locataire qu'il prenne une garantie loyer impayé et qui est du coup payée par le locataire. D'accord. Pour être sûr qu'ils payent leur loyer. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de leur loyer, ils payent à une agence, du coup, 3% de leur loyer en plus. Donc, ça prouve que déjà, ils sont motivés. Et moi, derrière, ça me permet de pouvoir être sûr que même le loyer, il tombe, quoi. D'accord. Donc, du coup, il y a majoritairement des étudiants. Ça, c'est pas mal. Tu louais, donc ça te fait 2200 euros au total de loyer. Ouais. T'as inclus toutes les charges dedans ou pas? Ouais, forfait de charge avec l'électricité, etc. D'accord, tout inclus. Ok. Et donc en face, tu as l'appart que tu as acheté 163 000, tu as frais de notaire, et plus en gros 35 000 de travaux, quoi. En gros. C'est ça. Voilà, et les meubles, tu les as. Les meubles, je pense qu'on est pour 4500, je pense, de meubles en tout. Ok. Ikea. Donc Ikea 40 000 euros, en gros, meubles et travaux. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Très bien, ok, d'accord. Du coup, vas-y. Et du coup, je sais pas fini le coronavirus parce que c'est un vrai sujet ce truc-là. Parce que du coup, les étudiants en septembre, ils étaient tout contents et ils se sont dit cool, on va pouvoir aller à la fac, à la Sorbonne, etc. Donc top, moi je me dis tout le monde est content, mois de septembre passe, mois d'octobre passe, et là, bim, en novembre, on est reconfiné. Donc reconfinement en novembre et je reçois mes premiers turnovers avec des étudiants qui abandonnent leurs études. Donc il y en a eu une. Donc j'avais laissé quand même 1 mois de préavis, donc je suis en zone tendue, donc j'ai que 1 mois de préavis et pas plus. Donc j'avais 1 mois pour trouver quelqu'un. Alors pour trouver quelqu'un en période de confinement, alors c'était quand même quelque chose. J'ai eu quelques dossiers, mais malheureusement j'ai eu l'impression que j'ai l'impression il y avait beaucoup de départs et beaucoup de logements vacants, donc plus de difficulté à louer, quoi. Donc j'avais vraiment du mal à louer. Donc pendant 1 mois j'avais mis mes annonces, alors qu'au mois de septembre c'était parti comme des petits pains, mais là ça partait pas du tout. Donc évidemment, je commence un peu à stresser. Je me dis, et si les autres partent, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, il y a une première qui part. Donc je mets 1 mois, donc j'attends 1 mois et demi. Puis finalement, je me dis, je vais baisser mes prix, quoi. Enfin, tant pis, je baisse mes prix. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Donc je baisse un peu mes prix de 20 euros. Donc je baisse à 520. Et là, tout de suite, j'ai énormément de demandes. Alors je me dis, ah, cool. Donc c'était vraiment une question de prix, être bon prix par rapport à la saison, quoi. Donc saison post-confinement, il fallait que les prix soient plus bas. Donc j'ai baissé de 20 euros. Ça a été un peu problématique parce que du coup les autres locataires ont su que le loyer avait baissé, donc j'ai dû faire un geste pour tout le monde et baisser de 20 euros pour tout le monde. Mais finalement, je me suis quand même très bien retrouvée au niveau du cash flow. Donc je me suis dit ça va permettre de les fidéliser et en même temps. Moi, il faut que je m'aligne aussi sur les prix de marché, hein, parce que c'est comme ça. Donc, il y avait ça. Après, il y a eu un deuxième départ. Alors, du coup, pareil, un petit coup de massue. Je me suis dit, mince, comment ça se fait? Et là, j'ai descendu juste de 10. Au lieu de 580, j'ai baissé à 570. Et finalement, c'est très bien passé. En fait, j'ai eu beaucoup de demandes pour la chambre, justement, avec la salle d'eau. Même plus que la chambre simple. Donc, les salles d'eau fonctionnent plus que la chambre simple. Ouais. Voilà, donc il y a eu ça et finalement tout le monde est arrivé au mois de janvier, décembre, et là du coup la coloc fonctionne bien. Et un point que j'avais pas pris en compte, c'est que maintenant je prends vraiment en compte les projets professionnels des personnes,
Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Où est-ce qu'elles travaillent? Est-ce que je pressens qu'elles vont rester longtemps ou pas? Est-ce que des choses que je ne savais pas au départ, mais voilà, maintenant les étudiants en première année, à moins qu'ils soient très très motivés, qu'ils aient un job ou quelque chose à côté, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut vraiment prendre en compte en tout cas l'aspect crise, quoi. Et le fait que les étudiants aujourd'hui, ils font tout à distance et que parfois ils abandonnent leurs études. Là, j'en ai 2 d'un coup. Non, mais même au-delà de la situation actuelle, c'est vrai que de manière générale, c'est bien de s'intéresser aux locataires, savoir un peu pourquoi ils viennent là, combien de temps ils prévoient de rester, même si tout peut changer dans la vie. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des profils, avec l'expérience, tu sais que les personnes ne vont pas rester très longtemps, et puis il y a des profils qui ont plutôt tendance à rester longtemps. Donc, mais ça s'apprend. Hein. Je ne savais pas comment identifier ça auparavant. Je pense que j'identifie un petit peu mieux maintenant. Et puis pareil, il faut aussi, c'est bête, hein, mais par exemple, c'était 4 jeunes femmes que j'avais mis ensemble. Je suis pas sûre qu'elles s'entendaient, par exemple. J'ai eu un doute à un moment donné. D'après ce que je crois, il y en avait 2 qui se parlaient beaucoup, qui sont restés en confinement ensemble, et les 2 autres qui étaient vraiment fantômes, quoi. Donc c'est vrai que par la suite, j'ai creusé sur est-ce que vous voulez vivre avec d'autres gens ou est-ce que vous voulez être tout seul, parce qu'en vrai, dans un appartement de 70 mètres carrés, on est vite les uns sur les autres, quoi. Donc même il y a quand même un grand salon de 25 mètres carrés et des chambres qui permettent vraiment d'être un peu seul, mais il faut quand même partager, quoi. Oui. C'est des petits trucs qui viennent avec l'expérience. D'accord. Ok, donc depuis c'est loué, des changements de locataires, il y en aura d'autres de toute façon, c'est la vie de l'immobilier. Ouais. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi en termes de projet IMO? Là, j'ai très envie d'acheter un immeuble. J'ai envie de diversifier. Et j'ai pris en compte un truc, c'est que j'ai envie de faire du cash flow, mais j'ai pas envie que ça soit un problème pour moi dans ma vie. Et d'ailleurs, je n'avais pas pris ça en compte, mais c'est vrai que gérer en direct, en tout cas les locataires, c'est du boulot. Une colocation, ça me va. Plus, je pense que ça me va pas, je pense. Ouais. Parce que j'ai un travail à côté, donc c'est un peu prenant. Et donc, à la suite, j'aimerais bien investir dans un immeuble. Donc, j'avais identifié certaines villes dans l'Est de la France que j'ai des contacts là-bas. Donc, mais je suis toujours en train de rechercher. Et c'est vrai que c'est pas une période évidente, parce que, par exemple, là, j'avais identifié des villes dans l'Est de la France, mais en mettant des annonces, il y avait quasiment pas de réponse, quoi. En mettant des fausses annonces sur le Bon Coin, quasiment pas de réponse. Donc c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu biaisé. On ne sait pas trop ce qui marche pas. Mais en tout cas, il faut tester le marché avant de se lancer, parce que là, c'est pas comme d'habitude, je pense. Oui, c'est des conditions un peu particulières. Bon, là, ça tend à se normaliser maintenant, mais... C'est vrai ? Ouais. Oui, on revient quand même dans un fonctionnement petit à petit. Et puis, on va espérer que ça continue dans ce sens-là, mais... je sais pas. J'avoue que toutes les villes qui sont très étudiantes aujourd'hui, ça fonctionne pas autant qu'avant. Non, non, c'est plus calme. C'est forcément beaucoup plus calme. Il n'y a pas tous les étudiants qui proviennent de l'étranger, par exemple, où il y en a beaucoup moins. Enfin, donc forcément, ça. Ils sont ils font les cours à distance et tout. Donc du coup, moi, mon objectif là, c'est vraiment de diversifier, faire quelque chose un peu différent. Pas forcément, du coup, ne pas viser que les étudiants. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit, du coup, tes parents, là, quand ils ont vu le projet terminé, tu leur en as parlé après coup ou pas? Oui, bien sûr, ils sont venus voir, ils ont trouvé ça super intelligent. Et quand ils ont vu que ça avançait, ils étaient super fiers. Les parents sont super fiers, ils disent bravo et tout. On n'y a pas cru, mais finalement, en fait, c'était une bonne idée de le faire, quoi. C'est une bonne idée de le faire. Après, j'avais pas pris ça en compte, mais c'est vrai que quand il se passe plein de sujets, il faut avoir quand même le cœur accroché quand même. Oui. D'où l'importance. C'est pas pour parler de la formation, mais d'où l'importance d'avoir quand même un peu de base et puis de savoir. Bien sûr. Donc on met les pieds, avoir des repères, avoir des contacts, parce que c'est vrai que il y a tellement, comme je le disais, de thématiques différentes qu'il faut comprendre. Et comme tu dis, émotionnellement, il y a plein de choses qui vont venir percuter au départ.
Moi, je me souviens quand j'ai signé l'achat de mon premier appartement, enfin, je veux dire, j'avais la main qui tremblait, quoi. C'était à l'époque, il y avait encore du papier pour les actes authentiques, là. T'as la main qui tremble, donc tu te dis, bon, j'achète un truc, c'est quand même une somme, il faut que je la rembourse. Et si c'est pas loué, enfin voilà, on est très très fort pour s'inventer des problèmes potentiels. Donc, mais c'est important d'avoir des problèmes pour pouvoir expérimenter aussi. Oui. Par exemple, pour mon prochain, je pense que je vais être beaucoup plus armée là. Je saurai un peu mieux les choses, même si là, je souhaite pour le coup plus déléguer. Ouais. Ça va être, et là, c'est peut-être plus compliqué encore, mais je sais pas. J'aimerais vraiment déléguer plus parce que l'indice de tranquillité est important. Oui, d'accord. Oui, non, bien sûr. Ça, après, c'est vrai que c'est propre à chaque investisseur par rapport à ses objectifs. Toi, alors, tu ne l'as pas évoqué directement, mais je comprends que du coup, c'est un objectif de développer du patrimoine à côté, tranquillement, et que tu veux pas que ça perturbe ton quotidien trop, on va dire. Ouais, que ça vienne petit à petit. Enfin, pas petit à petit, parce que quand même, j'aimerais bien honnêtement, j'aimerais bien quand même dans 5 ans arriver à un bon cash flow quand même. Si je peux arriver à 1500 ou 2000 euros de cash flow dans 5 ans, je serais très contente. Avec un projet comme celui que tu as fait, si tu en fais, on va dire, tu es tranquille, tu en fais un par an, c'est atteignable. Hein. Ouais, c'est atteignable. Donc, ouais. Mais on y va tranquillement, je préfère être sûr que ça fonctionne bien. Ouais. Oui, non, bien sûr, il faut y aller à son rythme. Et puis voilà, encore une fois, il faut que ça corresponde au projet et puis à la situation de chacun. Une personne qui veut être beaucoup plus agressive va s'impliquer beaucoup plus pour avoir peut-être de meilleurs résultats ou aller faire des projets peut-être plus compliqués, peut-être prendre plus de risques. Mais voilà, chacun doit l'adapter à ses besoins. C'est important de rappeler ça aussi, qu'il n'y a pas, il n'y a pas une manière unique de faire qui est la même pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, écoute, merci pour tout ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, s'il y a encore un partage, un truc, un retour d'expérience que tu veux faire. En tout cas, elle fait les choses à son rythme, à sa manière, sentir en tout cas quand on est à l'aise ou pas, et puis aussi être bien entouré ouais. pour prendre un peu de recul et aller vers aussi les personnes qui peuvent nous permettre de se dépasser, parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur, mais en fait ça vaut vraiment le coup. Là aujourd'hui je suis hyper contente, hein. J'arrive à dégager du cash flow, donc à faire de l'épargne et en plus de payer mon bien, donc pour moi c'est vraiment top et ça m'ennuie vraiment de continuer, même si je préfère prendre mon temps quand même et pas faire les choses à toute tête baissée. Voilà. Ok. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Mickaël, parce que ça m'a beaucoup rassurée en tout cas de voir tes vidéos, et en tout cas j'ai noté vraiment tous tes conseils et j'ai fait ça un peu religieusement, donc je pense que ça m'a évité bien des problèmes, même si sur le tas on peut pas tout anticiper. Oui, non, bien sûr. Les problèmes arrivent comme une crise par exemple, c'était pas prévu. Mais bon, on arrive toujours à la surmonter, donc c'est pas mal. Ouais, en tout cas, bravo à toi. Enfin, moi, j'en profite pour te féliciter de vive voix, parce que voilà, tu as fait un super projet, et puis voilà, tu es passé par les étapes, tu as relevé les défis que voilà, tout investisseur rencontre, les challenges, les déceptions, les surprises, les bonnes, les moins bonnes, et ça fait partie d'un projet immobilier. Donc voilà, tu as fait le travail et tu as eu les résultats, donc bravo, et voilà, et c'est cool de pouvoir montrer tout simplement ce que tu as fait pour que ça inspire d'autres personnes qui peut-être hésitent ou se font des montagnes de tout ça, parce que voilà, faut le prendre pas à pas, comme tout projet, on commence, on s'arme et puis on avance progressivement, quoi. Et est-ce que, question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu aurais un conseil pour un conseil un peu important quand on veut se lancer notamment dans un projet d'immeuble? Parce que là, j'avoue que moi, j'aimerais bien faire quand même du cash flow avec un immeuble. Est-ce que tu as des conseils ou quelque chose à ne pas faire sur un immeuble, disons que tu vas avoir plus de latitude, et du coup, la conséquence, c'est que tu as plus de responsabilités aussi. Notamment, évidemment, toiture, charpente, et voilà, toute la structure, du coup, c'est à toi de la gérer. Contrairement à une copropriété où, entre guillemets,
finalement, tu te reposes sur la gestion de la copropriété. Donc, tu as cette responsabilité-là, ce qui fait que ça te laisse... Alors, c'est vrai qu'après un appartement, on a souvent envie de faire un immeuble. Tu peux aussi partir sur un projet sur une maison, tu sais, parce que immeuble, ça veut juste dire un bâtiment dans lequel il y a plusieurs logements, mais des fois, le simple fait de s'orienter plutôt vers une maison, si elle est assez grande, qu'elle est sur 2 niveaux, des fois, ça peut permettre aussi de sortir des rentabilités qui sont vraiment, vraiment intéressantes, tout en ayant, on va dire, des questions de structure qui sont beaucoup moins importantes, parce que sur une maison, c'est plus petit, c'est plus gérable, c'est moins haut, enfin voilà. Donc bien faire attention à la structure, ça c'est le conseil de base sur l'immeuble, tous les éléments techniques. Et puis plus généralement, une question qui est d'actualité, qui va l'être de plus en plus, c'est la question de la performance thermique du logement. Sachant qu'il y a des interdictions qui ont été votées, hein. À partir de 2023, les logements classés G peuvent plus être reloués, et puis 2028 ça sera le classement F, et puis en plus il y a des spécificités pour les zones tendues, voilà, je rentre pas dans tous les détails, mais voilà, c'est un critère à prendre en compte. Et sachant que sur un immeuble tu as de la latitude dans le sens où ça dépend comment c'est fait, mais c'est un élément à prendre en compte, parce que sur un immeuble tu peux par exemple te permettre d'isoler une façade si la disposition le permet. Tu ne peux pas forcément le faire sur toutes les façades. S'il y a, par exemple, côté rue, ce n'est pas toujours évident. Par l'extérieur, j'entends. Voilà, ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte dans l'aspect global. Et puis voilà, le côté charpente, toiture, qui forcément, le jour où c'est à refaire, c'est coûteux. Donc, c'est surtout au moment de l'achat, il faut s'assurer que c'est dans un état... correct, convenable, ou en tout cas sinon que c'est intégré dans le prix et que ça va être refait. Mais ouais, il faut le prendre en compte, ce genre de choses, parce que c'est tout de suite des tickets significatifs, quoi, hein, donc ouais, il faut l'intégrer. Mais et puis pour aller plus loin, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a vérifié tout ça, l'avantage de l'immeuble, c'est que ça peut te procurer donc de la souplesse dans l'usage que tu en fais, alors, maison ou immeuble, hein. Parce que tu peux réorganiser les espaces, des fois ça peut être opportun, des fois c'est de réunir des appartements, ou au contraire des fois c'est de les diviser en fonction du besoin. Et puis mixer les usages aussi. Il y a des immeubles où typiquement, je sais qu'il y a des membres par exemple, ils ont les rez-de-chaussée en courte durée et ils ont les étages supérieurs en location longue durée, en meublé. Enfin voilà, tu peux imaginer différents usages aussi selon les cas, et ça peut permettre d'avoir un mix. Alors, encore une fois, ça détermine en fonction de l'objectif, hein, de la situation, le projet, l'emplacement, etc. Mais ça peut permettre d'avoir soit un mix carrément où on pousse vers plutôt la renta, ou alors plutôt un mix intermédiaire où on booste la renta avec de la courte durée, et puis on a la majorité des lots qui sont longue durée. Enfin, après, c'est un projet à monter, mais voilà, tu as cette option-là qui est particulièrement intéressante sur un immeuble. Ok, ça marche. Ok, je note tout ça. Je me dis que là, dans 10 ans, j'aurais déjà remboursé une grosse partie de mon capital. Ben, c'est ça, t'imagines. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Juste en ne faisant rien, c'est déjà gagnant. Donc, oui. Non, c'est ça qui est génial, hein, c'est que tu as du travail à la mise en place, après un peu à la gestion si tu t'en occupes, mais c'est honnêtement, bon voilà, un changement de locataire par-ci par-là, c'est après... C'est la vie, ouais. Faut s'y faire. Faut s'y faire. Et puis, en tout cas, moi, ce que je trouve c'est trop cool, c'est que là, je vois vraiment qu'il y a une super ambiance dans la colocation, et ça me fait trop plaisir. Donc, vraiment, les gens s'aiment bien. Et donc, je me dis, ça va peut-être faire qu'ils vont rester plus longtemps. Oui, ça contribue. Envie de ça, quoi, de se rencontrer. En plus, on parle de coronavirus, du coup, c'est mieux d'avoir des copains à la maison, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Mickaël, et puis je te souhaite tout plein de bonnes choses, et je reviendrai vers toi dès que j'ai des nouvelles, ou même pour donner des nouvelles, pour avoir d'autres nouvelles aussi. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup à toi aussi, puis à très bientôt alors. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. C'est un retour d'un des membres de mon programme, donc je suis très content pour cette personne. Et si jamais vous voulez faire de même, si jamais vous voulez apprendre à investir et surtout rejoindre une communauté bienveillante, il y a plus de 1600 membres dans la communauté. Vous allez rejoindre un groupe de personnes ultra motivées, positives, bienveillantes et intelligentes. Et donc j'aurai plaisir à vous accueillir au sein de ce groupe, à vous accompagner, à vous former, à vous transmettre tout ce que je sais
pour que vous puissiez réussir un investissement rentable, devenir aussi rentier immobilier, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, tout est là, je vous mets le lien et il y a une formation gratuite pour vous permettre de démarrer, de découvrir ma méthode, mon approche, de découvrir aussi les 5 erreurs que vous devez absolument éviter dans l'immobilier. Et je vais vous raconter mon parcours en détail, comment je suis passé d'un premier achat de 20 mètres carrés à Lyon à, au total, aujourd'hui, je possède plus de 1500 mètres carrés d'immobilier. Je vous raconte tout cela en détail avec les chiffres, les projets. Comme ça, vous allez vraiment comprendre mon parcours. Vous allez voir de vrais chiffres parce que je donne, moi, les chiffres réels, hein, pas les chiffres théoriques. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour voir ça si cela vous intéresse. C'est une formation gratuite que vous pouvez regarder depuis n'importe où dans le monde. Merci et à très bientôt.